20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Crash de l'aéronef, retour sur les lieux du drame avec nos reporters qui ont fait le déplacement en terre mauritanienne. Sur place, c'est toujours l'émoi et la consternation chez les populations témoins de l'accident tragique qui a causé la mort du pilote français seul à bord de l'appareil. Entre 2011 et 2018, 85 Sénégalais ont été tués à l'étranger. Des chiffres révélés par Horizon Sans Frontières. Les pays d'Amérique latine répertoriés comme étant des zones à risque à cause d'un fort taux de criminalité. En direct avec nous sur ce plateau, le décodage de Sorikaba sur ces chiffres et sur le rapatriement hier de 40 Sénégalais d'Espagne. 80% des accidents sont dus au mauvais comportement des chauffeurs. Des statistiques publiées par Eiffage Sénégal qui, pour y apporter des correctifs, annoncent une campagne gratuite de vérification des véhicules. Et puis Tabaski 2018, difficile de se procurer un mouton avec moins de 80 000 francs CFA. Dans les foirailles visitées, ce montant semble être le prix plancher. Les vendeurs par ailleurs se plaignent, les clients se font toujours désirer au niveau de ces points de vente. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite en Mauritanie. Retour sur les lieux du crash d'hier, survenu dans le village de Djatar, en République islamique de Mauritanie. Nos reporters se sont rendus, comme je viens de vous le dire, sur les lieux de l'accident où ils ont recueilli les témoignages des populations suite au drame survenu pour la première fois dans cette localité, Ousseynou Diop. C'est ici à Djatar, dans un petit village de la République islamique de Mauritanie, où s'est déroulé le crash de l'avion vers 6 h du matin. Sur les lieux, on y trouve les débris et matériels destinés à lutter contre les oiseaux granivores. Le crash de l'avion s'est déroulé ici, dans ce lieu, où Jean Bourri, le pilote français, a perdu la vie, une première pour beaucoup de Mauritaniens rencontrés sur les lieux. Un moment de panique pour les témoins du crash. La plupart d'entre eux étaient dans les mosquées pour la prière de l'aube. Le crash est survenu vers 6 h du matin. Nous avons entendu l'appareil s'écraser, mais l'endroit restait à déterminer pour nous. Nous avons d'abord cherché dans la forêt avant de trouver le lieu du crash. Le pilote avait déjà perdu la vie. Nous avons par la suite appelé le chef de village qui a appelé à son tour les autorités. Le crash de l'avion a fait un mort. Sur les lieux, les débris sont visibles et témoignent la gravité du crash. Des moments douloureux que les populations n'oublieront jamais. C'est la première fois que je vois un crash d'avion dans cette zone. On a eu peur car c'est la première fois que ce genre de drame survient dans notre localité. Il paraît que la victime est un blanc qui luttait contre les oiseaux granivores. Des autorités sénégalaises et mauritaniennes sont venues sur les lieux du drame avant de ramener le corps du défunt pilote. Nous avions tous peur. Quand nous avons entendu le bruit, nous ne savions pas de quoi il s'agissait et de l'endroit où ça venait. Nous sommes des cultivateurs, nous ne connaissons que l'agriculture. Nous sommes restés sur place jusqu'au crépuscule avant que des autorités sénégalaises et mauritaniennes n'arrivent sur place. L'aéronef avait décollé de l'aérodrome de Podor vers 5 h du matin pour se rendre dans les zones où les oiseaux granivores ont le sommeil des producteurs. L'avion s'est écrasé quelques minutes plus tard à Djatar, Mauritanie, où le pilote français a perdu la vie dans un champ de gombo. Nous parlons à présent de la situation des Sénégalais à l'étranger. Environ 85 tués entre 2011 et 2018. Les chiffres émanent de Boubacar Seye, chercheur en migration internationale. Un constat, certains pays d'Amérique latine présentent des risques. Et selon le représentant d'Horizon Sans Frontières au Sénégal ainsi que le professeur Ndioro Ndiaye, il préconise un observatoire pour décourager les migrants sénégalais à aller dans ces pays à fort taux de criminalité. Aminata Mbaresso. Des Sénégalais tués à l'étranger dans des accidents ou meurtres, des faits fréquemment relayés. Des crimes à l'encontre de nos compatriotes chiffrés à environ 85 morts de 2011 à 2018. En 7 ans, entre 2011, de 2011 à la date d'aujourd'hui,
il y a plus de 85 Sénégalais tués, soit dans des accidents, soit par meurtre, ce qui veut dire en moyenne plus de 12 par an. L'Afrique, l'Occident ou les États américains, les crimes varient d'un continent à un autre. En Italie, on parle de crimes politiques liés au racisme, à la xénophobie et à la montée de l'extrême droite. Par contre, dans des pays comme le Brésil, le Brésil qui est une zone de violence endémique, je rappelle qu'il y a eu plus de morts, plus d'homicides en 4 ans au Brésil que dans la guerre en série. En Afrique, par exemple, le cas de la Centrafrique. Donc, c'est des crimes liés à la crise identitaire. L'absence de poursuite à l'encontre des auteurs de ces crimes, un fait décrié par nos interlocuteurs, professeur Ndioro Ndiaye et Boubacar Seye, plaident pour la création d'un observatoire de sensibilisation. Globalement, la migration, elle comporte en elle-même des risques. Et que les populations qui décident de migrer doivent se prémunir, ils doivent se préparer. Nous ne comprenons pas que quand des étrangers sont tués sur le sol sénégalais, leur juridiction des procédures d'enquête. Mais quand il s'agit de Sénégalais tués à l'étranger, malheureusement, l'État brille par son absence. Il n'y a pas de suivi. Entre autres idées émises, la mise en place de politiques spécifiques pour aider les futurs candidats à l'immigration à rester au pays. Et nous restons avec Boubacar Seye, représentant d'Horizon Sans Frontières, qui annonce par ailleurs le rapatriement de 40 Sénégalais d'Espagne. Ces Sénégalais sont arrivés hier soir dans la nuit. Pour Boubacar Seye, ces rapatriements sont une volonté des pays de l'Union européenne de sortir de leur territoire les migrants économiques. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Aminata Mbaresso. L'Europe est formelle là-dessus. Tous les migrants économiques, que ce soit aujourd'hui ou dans un avenir le plus lointain, ils seront tous rapatriés vers leur pays d'origine. Et le migrant sénégalais, il est économique. Il n'est pas prévu par la Convention de Genève de 1951, il n'est pas prévu par le Pacte européen sur l'immigration et le droit d'asile. Il faut que les choses soient très claires. Et tout de suite en ligne avec nous sur ce sujet, Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Kaba, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, première question, quelle appréciation faites-vous de ces chiffres énoncés par Horizon Sans Frontières qui révèlent que près de 85 Sénégalais ont été tués entre 2011 et 2018 à l'étranger? Je vous remercie et voudrais lui laisser l'entière responsabilité de ces chiffres. Parce qu'en ce qui m'engage personnellement, ce qui engage la Direction générale, le ministère des Affaires étrangères, depuis 2012, il n'y a pas eu un seul cas de meurtre à l'étranger qui n'a pas fait l'objet d'un suivi judiciaire et qui n'a pas connu un aboutissement à la faveur du compatriote qui a été victime ainsi que de sa famille. Je pense que le débat qui se pose à ce propos n'est pas un débat serein parce que tout simplement, un dossier civil ne peut pas faire l'objet d'une communication vers l'opinion si jamais les familles victimes ne sont pas consentantes. Donc il faudrait plutôt qu'on oriente le débat sur l'effectivité, la réactivité, la dextérité des missions diplomatiques et consulaires sur instruction du président de la République, instruction mise en œuvre par le ministre des Affaires étrangères à chaque fois qu'il y a des cas de meurtre à l'étranger. Et pour la petite histoire, je devrais partir dès demain au Brésil et en Argentine pour aller voir tous les cas qui ont été identifiés ces 2 derniers mois, accompagné de notre ambassade sur place, pour que tout soit tiré au clair
et que les autorités argentines comme brésiliennes puissent être rencontrées et qu'ils comprennent les positions de l'État du Sénégal à ce propos. Très bien, Monsieur Kaba. Nous restons avec Horizon Frontières qui a également annoncé le rapatriement hier à Dakar de 40 Sénégalais d'Espagne. Parce qu'on peut savoir dans quelles conditions ils ont été rapatriés et surtout est-ce que vous partagez l'avis de Boubacar Seye qui affirme que désormais c'est une décision de l'Union européenne de conserver sur son territoire seuls les immigrés qui auront un statut de réfugiés? Alors, je pense que même au temps où Boubacar était en migration, l'Europe contrôlait ses frontières. Et ça, c'était bien avant 2000. Ce n'est pas un fait nouveau. Les migrants économiques ont été tout le temps ciblés parce que considérés comme ceux-là qui viennent grignoter les postes de travail des autochtones ou des occidentaux eux-mêmes. Donc le débat qui se pose en ce qui concerne la migration régulière ou la migration irrégulière, c'est quelle est la part de responsabilité des pays du Sud comme le nôtre. Et ces derniers qui ont été rapatriés ont quitté le Sénégal le 13 et le 16 juin dernier. Le premier groupe est arrivé 5 jours plus tard et le dernier groupe est arrivé 8 jours plus tard. Et l'instruction du président de la République est une instruction claire. Tous les jeunes Sénégalais qui ont tendance à prendre la voie maritime pour atterrir en Europe au risque de leur vie doivent être découragés. Mais comment les décourager? Il faut d'abord faire de la sensibilisation et ensuite faire un effort de les ramener pour que tous ceux qui veulent partir sachent qu'ils seront également ramenés. Parce que c'est au risque de leur vie. Mais on ne s'arrête pas à les accompagner au retour. Nous leur offrons également de la perspective dans les différents territoires où ils habitent. Et le débat qui nous interpelle aujourd'hui, c'est comment faire de sorte que tous ceux qui sont revenus puissent bénéficier des programmes de réintégration économique et sociale au grand bénéfice de leur famille, au grand bénéfice de ces nombreux jeunes qui ont tendance encore à vivre l'illusion d'un voyage vers un Eldorado inexistant. Donc merci voilà beaucoup. le vrai débat à mon avis. Merci monsieur Kaba. Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais vous comprendrez que le délai qui nous est imparti est terminé. Voilà, nous parlons santé à présent à travers un sujet que la rédaction a décidé de passer à la loupe, les évacuations sanitaires. Jadis exceptionnelles, ces opérations d'évacuation sanitaire sont devenues courantes avec à la clé des centaines de millions de francs CFA investis par an par des particuliers. Un énorme manque à gagner pour le secteur de la santé qui pourtant regorge de potentialités et de professionnels. Alors pourquoi ce paradoxe? Élément de santé dans ce reportage signé d'Issa Prera. Un haut fonctionnaire sénégalais qui va faire son bilan de santé dans un hôpital français. L'image a fait le tour de la toile, suscité quelques tollés. Pourtant, ce n'est pas rare que les Sénégalais fassent appel aux médecins d'Europe ou du Maghreb pour certaines pathologies. Il y a des pathologies pour lesquelles on est obligé de partir à l'étranger. Pour ce qui concerne les évacuations sanitaires, nous nous sommes maintes fois prononcés sur la question parce que nous ne pouvons pas comprendre que pour certaines évacuations sanitaires, non seulement le plateau technique existe, mais le savoir-faire aussi existe. Se soigner dans les hôpitaux d'Europe ou du Maghreb n'est pas donné à tout Sénégalais. Les coûts des soins peuvent facilement tourner autour du million de francs CFA ou plus. En France, une journée, c'est entre 1,6 million jusqu'à un séjour normal ou bien ordinaire. Mais dans la réanimation, c'est 2 millions ou plus même par journée. C'est extrêmement cher parce que ce n'est pas moins d'1 million de journées d'hospitalisation dans certains endroits. Le billet aussi, ce n'est pas moins de 500 000 souvent pour le billet. Ensuite, il y a un accompagnateur. Et ça dépend aussi de la durée du séjour et des investigations qui sont faites à ce niveau-là. Je veux dire les examens exploratoires. Donc, d'ailleurs, si vous vous souvenez avec la panne de la radiothérapie de Dantec, mais les malades qu'on convoyait au Maroc, ce n'était pas moins de 5 millions par malade, parce que pour un malade et pour son accompagnant. Beaucoup d'argent est ainsi dépensé chaque année pour ces évacuations sanitaires, faute souvent de plateaux techniques adéquats. En France, une journée, c'est entre 1,6 million jusqu'à un séjour normal ou bien ordinaire. Mais dans la réanimation, c'est 2 millions ou plus même par journée. À part quelques cas où vraiment l'expertise médicale n'est pas présente au Sénégal. Mais ça, c'est rare. Souvent parce que nous tous, on a été formés à l'étranger. Maintenant, un problème de plateau, c'est quoi? C'est un problème de machine qu'il faut acheter, tout simplement. Quand on peut acheter une machine à 2 milliards, à 3 milliards, je pense que
on peut acheter d'autres machines à moins de 2 milliards, 3 milliards. Du côté de l'administration, difficile d'obtenir des statistiques exactes sur le nombre de malades évacués chaque année à l'étranger. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce sont des centaines de millions ou des milliards de francs CFA qui sont dépensés chaque année. Et chez certains Sénégalais, une des causes avancées pour expliquer ces évacuations sanitaires, eh bien, la violation du secret médical. Les frontières du secret médical s'avèrent parfois difficiles à définir. Résultat, cette réalité pousserait parfois certaines personnalités à se faire consulter ailleurs. Pourtant, de l'avis de professionnels, l'obligation de réserve est bien respectée au Sénégal. Sa violation est passible d'emprisonnement et peut même conduire à la radiation. Mambiram Diouf. La pratique de la médecine a ses exigences. Le respect du secret médical est assujetti à tout praticien. Sauf s'il vous donne l'autorisation, c'est-à-dire normalement en sa présence à ses parents, ou éventuellement, sauf s'il est mineur et qu'il faut en parler avec la famille, ou s'il est majeur mais incapable, c'est-à-dire les malades mentaux, les malades qui sont sous curatelle, les patients qui sont sous curatelle. Le juge disons, il faut qu'il y ait une réquisition qui va justifier pourquoi vous devez en parler. On peut aussi violer le secret médical quand il s'agit de maladies contagieuses, c'est-à-dire donc ça engage toute la communauté, les maladies professionnelles. Au Sénégal, les médecins pratiquent en conformité avec la loi, selon le professeur. Vraiment, les médecins, en tout cas sénégalais, respectent ce secret-là. La plupart des gens qui vont en France, des personnalités, en tout cas, il y a des médecins sénégalais qui savent ce qu'ils ont. Pour le professeur Mordiaï, aucune crainte, même pour ceux qui vont se soigner à l'étranger, en France par exemple. Je pense que quand même les médecins sont assez outillés et connaissent le sacerdoce et ne se risquent pas à ce genre de pratique. Non. Cependant, la loi s'applique à tout médecin qui passe outre cette obligation. C'est une infraction pénale qui est punie de peine d'emprisonnement. Et nonobstant de cette peine d'emprisonnement, tu peux avoir également une sanction civique parce que tu as causé un dommage à autrui, tu dois le réparer. Mais également, il y a la sanction ordinale, c'est-à-dire on appartient à l'ordre des médecins. Non, ça peut aller du blâme à l'avertissement jusqu'à la suspension, voire à la radiation. Le secret médical reste ainsi une norme d'application obligatoire pour un respect des droits du patient. La cause des nombreux accidents sur l'autoroute à péage à présent déterminée. 80% des accidents seraient dus à un mauvais comportement des chauffeurs. 12% sont dus à une défaillance technique des véhicules. Pour enrayer ce fléau, les responsables de l'autoroute à péage offrent une campagne gratuite de vérification de véhicules. Et pour ce qui est de la divagation des animaux sur l'autoroute, les éleveurs sont impliqués dans la prévention. Salif Sow, Asmalik Diop. Après les morts et les blessés, la sensibilisation continue. La divagation des animaux, le mal résistant à bannir. dugg nag yi ci autoroute bi ñaari pertement la parce que da ngay perte nag bi te mën na créer benn accident boo xam ne bi tamit perte humaine mën na cee nekk donc yëpp suñu pertement la ñu waxtaan ak ñoom sensible leen ba ñu comprendre li ñu wax après ñu jógee foofu jàppaat beneen jour ñu dem Kër Massar. Mais les causes des accidents sont multiples et variées. Le comportement des conducteurs et l'état des voitures sont indexés. Le pourcentage, presque, on a dit que 80% des accidents qu'on a eus sur l'autoroute concernent le comportement des voitures, le comportement des chauffeurs. Donc c'est pourquoi nous incitons tout le monde à faire attention déjà, à prendre aussi soin des voitures. Les responsables de l'autoroute à péage ont d'ailleurs lancé ce mercredi une campagne gratuite de 3 jours de vérification des véhicules. On n'a pas encore parlé de remplacement gratuit. Donc on vérifie et on te donne une ordonnance de la voiture qui vous permet d'aller dans un autre point technique ou un garage pour faire changer. L'objectif c'est qu'on ait au moins 100 voitures par jour. Un bon système de freinage, de bons plans et des éclairages sans faille peuvent vous sauver d'un accident mortel. Bientôt, la baisse des prix du péage, annonce faite par le DG d'Eiffage. Selon Gérard Sénac, eh bien, c'est l'État qui fixe les prix. Il est revenu également sur le coût des cartes rapido. Nous l'écoutons toujours au micro de Salif Sow. Depuis janvier, nous sommes
en train de travailler avec les services de l'État. Nos rencontres, je rencontre aussi le président de la République, il me reçoit en audience. Nous avons des discussions franches qui font qu'on n'est pas loin d'arriver au bout. Hein, on n'est pas loin d'arriver au bout. À cette réponse-là, il vaut mieux que ce soit fait avant la fin de l'année 2018. Non, mais ça sera fait avant, bien avant. Bien avant. Entre aujourd'hui et novembre 2018, ça c'est sûr. Actualité politique à présent avec cette fameuse lettre de Maître Abdoulaye Wade écrite en 2013 pour des retrouvailles de la famille libérale et remise au goût du jour par le quotidien Libération. Alors question, peut-on envisager des retrouvailles entre libéraux vu les contextes qui ont changé? Eh bien pour Abdoumbo de l'APR, s'il doit y avoir retrouvailles, ce sera au tour du candidat Macky Sall. Uniquement pour Lamine Ba du PDS, eh bien il estime tout simplement que les priorités de son parti sont ailleurs et tous deux se sont exprimés dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. Deux avis différents. Pour l'un, son mentor est aujourd'hui le leader de la famille libérale et pour l'autre, la doctrine libérale, c'est surtout des idées. Les libéraux étaient partis tous à la conquête du pouvoir. Le président Macky Sall est sorti vainqueur de ces élections. Mais la logique voudrait qu'aujourd'hui, que les libéraux qui se disent vouloir se retrouver autour de l'essentiel, se retrouvent autour de sa personne parce que c'est lui aujourd'hui, incontestablement, qui est le leader sur ce plan. Si vous posez la question de la sorte, je la récuse. Pourquoi je la récuse? Je ne crois pas que même Macky Sall ait une fois dit pendant ces 7 années de magistère qu'il est libéral. Donc je ne peux pas considérer que de facto Macky Sall doit être l'épicentre autour de qui doit se faire la retrouvaille libérale. Mieux, je considère que le libéralisme n'est pas une question d'homme, c'est une vision. Autant, Maître Wade disait ceci à l'endroit de Macky Sall, selon les extraits publiés par le quotidien Libération. Reprenez certains de mes ministres qui sont valables. Je pense qu'il nous faut reconstituer la grande famille libérale à laquelle vous appartenez. Vous et les autres, Idrissa, Pape Diop, revenez à la grande famille pour un candidat unique à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est un vœu que le président Abdoulaye Wade avait exprimé en 2013. Et vous-même, vous l'avez dit, le contexte a changé et beaucoup de choses ont changé le contexte. Donc si ce débat est remis au jour par je ne sais qui, pour quelle raison, je me dois d'être dubitatif. Nous pensons que pour l'instant, la priorité, ce n'est pas des histoires de retrouvailles, mais c'est de remettre le Sénégal à sa place. Je pense que chacun peut avoir son option, chacun peut avoir sa vision. En tout cas, le président de la République a une vision très claire, adossée sur le plan Sénégal émergent. Maintenant, il y a toujours des personnes qui sont dans la délation, dans la dénonciation. 2013-2018, beaucoup de choses ont changé entre-temps, mais rappelez qu'un document officiel existe pour des retrouvailles libérales. Il est élaboré par le fondateur de la doctrine libérale au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles, une élection qui aiguise des appétits. Une candidate vient de se déclarer. Son nom, Nafissatou Wade, elle est leader de la convergence de Goudjeuf, diplômée de la première promotion de l'UGB Sanar 1. Nafissatou Wade se voit élue présidente de la République dès le premier tour. Elle a fait face à la presse aujourd'hui pour décliner son programme compte rendu signé Aminata Mbaresso. Sa candidature, elle dit l'avoir bien planifiée. Ses chances de gagner l'élection présidentielle dès le premier tour, elle n'en doute pas. Depuis 1960, nous avons des programmes, pour ceux qui demandent des programmes. Depuis 1960, nous avons des projets de société. Mais aujourd'hui aussi, il nous faut des projets de vie pour chaque citoyen sénégalais. C'est pourquoi je demande qu'il faut éduquer. Il faut que chaque citoyen sénégalais, en grandissant, ait un projet de vie, mais surtout qu'il puisse se dire enfin, j'ai rempli mon taux d'utilité nationale. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. En me présentant à l'élection présidentielle de 2019, je veux tout simplement, avec le peuple sénégalais, remplir mon taux d'utilité nationale. Il n'y aura pas de deuxième tour en fait.
justement pour soutenir ni l'un ni l'autre, parce que nous allons passer au premier tour. Nafissatou Diouf, leader de la convergence de Diouf, se dit prête à affronter le régime en place. Pour la présidentielle, elle ne compte pas se coaliser. De présenter candidature. Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle, mais cela ne veut pas dire qu'au finish, je vais essayer de me ranger derrière un quelconque parti politique. Je vais mener cette candidature à la présidentielle de 2019 toute seule, en dehors des coalitions. À propos du parrainage, la future candidate à l'élection présidentielle trouve que c'est une loi en contradiction avec le secret du vote. Tout de même, elle espère réunir le nombre de signatures nécessaires pour valider sa candidature. Une candidature qui relance le débat autour de l'engagement des femmes dans la sphère politique, des femmes qui seraient plus enclins à remplir les manifestations ou encore à applaudir plutôt qu'à devenir de vrais acteurs de la classe politique. Les femmes n'ont pas encore, faut le dire, en 58 ans d'indépendance en tout cas, gagné leur place dans la conquête de la magistrature suprême, là où les causes, les préjugés dont elles seraient victimes ou encore le manque de maturité d'une société lorsqu'il s'agit de promouvoir des candidatures féminines. Le regard de Fatou Kinedem. Animer les partis politiques une préférence inconsciente des femmes, et cela depuis la nuit des temps. L'utilisation de la femme de manière traditionnelle dans les partis politiques depuis Blaise Diagne Galandou, Lamine Gueye et ses filles au BDS, c'est un statut, un rôle de folklorisation. Ça, il faut que les femmes refusent cela. L'on constate de plus en plus leur engagement dans les instances de décision, mais quand il s'agit de briguer un mandat présidentiel, elles sont quasi absentes. Les femmes représentent plus de 80% de l'électorat au Sénégal. Leur vote est très déterminant. Il fallait oser la parité. Parce qu'une société, des fois, quand elle n'avance pas, il faut forcer la société. Et la loi sur la parité, ça a été une discrimination positive. Et on a forcé les verrous. Et c'est ce qu'on attend de leadership. La société et ses préjugés, comment la femme pourrait s'illustrer? En contrepartie, il faut le dire, la société est très réactionnaire encore et dominée par des formes de représentation où la femme ne doit pas accéder à la magistrature suprême. Si on voit que même Hillary Clinton a eu ce problème-là, et en France également, Ségolène Royal a eu ce problème-là, à plus forte raison que dans nos sociétés, où quand même les problèmes de genre se posent en termes de déséquilibre en faveur des hommes. Beaucoup de correctifs à apporter aux femmes d'être plus audacieuses sur la scène politique, aux décideurs de promouvoir la junte féminine. Et puis c'est officiel, la gendarmerie a un nouveau patron. Le général Chersen a décliné sa feuille de route aujourd'hui lors de son installation. Il compte veiller à la sûreté publique et assurer le maintien de l'ordre. La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme font également partie de ses missions, Chérif Dia. Le fanion du commandement désormais entre les mains du général de division Chersen, une remise qui officialise son investiture comme haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire. Le général est loyal, qui a passé ses plus belles années au service de la nation, caractérisé par une alternance entre les postes opérationnels, les services administratifs et techniques, l'état-major et les missions de maintien de la paix. L'anticipation, la devise du nouveau patron des hommes en bleu. Le général Sen, près de 40 ans de service, qui a exercé au niveau de toutes les subdivisions de la gendarmerie, décline sa feuille de route. La finalité de notre action est d'occuper le terrain en vue de dissuader les délinquants. La complexité des modes opératoires et la lutte contre une criminalité poliforme nécessite des efforts pour l'entraînement des unités, en particulier en matière de techniques d'intervention, en police judiciaire et en maintien de l'ordre, où le dosage de l'usage de la force renforce l'efficacité de l'action, à la fois préventive et répressive.
L'ancien enfant de troupe, né en 1959 à Rufisque et doctorant en sciences politiques, son discours, aux allures d'un cours magistral sur la sécurité, n'est pas une surprise car il est également enseignant à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La gendarmerie doit constamment s'adapter et s'ancrer dans la modernité pour continuer de mériter la confiance des plus hautes autorités de la République et l'estime des populations. C'est la transformation de tous les escadrons territoriaux en escadrons de surveillance et d'intervention avec des capacités adaptées. Une coordination pour assurer la sécurité partout et pour tous, ce sont là les assurances du nouveau haut commandant de la gendarmerie, très engagé pour accomplir cette mission. Donnons à notre pays tout ce que nous pouvons. Honneur et patrie. Et nous restons avec le haut commandant de la gendarmerie qui s'en va en guerre contre les accidents. Le général Chersen annonce la création d'une nouvelle unité motorisée ainsi qu'une unité d'autoroute pour lutter contre ces fameux accidents de la circulation. Le voici toujours au micro de Chérif Dia. Contre l'insécurité routière est devenue une priorité gouvernementale. Et pour infléchir la courbe des accidents de la route, des unités motorisées et d'autoroutes spécialement dédiées à cette tâche seront créées et équipées au niveau de la gendarmerie territoriale. Afin de produire une sécurité qui ne compromette pas la liberté, je veux faire effort sur la prévention et l'anticipation, tout en veillant à préserver en permanence la capacité de la gendarmerie à assurer le continuum que requiert la réponse des autorités politiques face aux crises. Plus que par le passé, il s'agira d'éviter la violence même légitime en imposant la non-létalité au cœur de notre action. Allez, nous parlons de la Tabaski. À présent, nos reporters ont fait le tour dans quelques foirailles à Dakar, notamment en face de l'Orme. Un constat, le prix plancher semble être de 80 000 francs CFA. Difficile de trouver un bon mouton, à moins que ça. Du côté des vendeurs, eh bien, on se plaint du retard accusé dans l'écoulement du bétail. Soit Douniaï pour les détails. L'opération Tabaski bat son plein dans la capitale sénégalaise. Le bétail est bien placé. Différents prix sont proposés, allant de 500 à 80 000 francs. 350. Les moutons sont catégorisés suivant le prix. Par exemple, moi j'ai des moutons à 350 000, d'autres à 200 000. Les moins chers, c'est entre 180 allant jusqu'à 80 000 francs. 140, 50 000. Nous, nos moutons sont un peu chers, mais c'est à cause du foin. Là, on a des moutons à 150 000, 200 000, 500 et 600 000 francs. Mais on n'a pas de moutons à 50 000 francs. Moi, mes moutons varient entre 350 000 et 100 000 francs CFA. Pour le moment, les clients se font désirer. Pour le moment, les clients viennent rarement. En ce moment, la vente ne se déroule pas comme on le voudrait. Je vois très rarement les clients ici. Nous sommes entourés par des immeubles. Je pense que c'est la raison pour laquelle les clients ne sont pas encore là. Ils risquent d'être confrontés à des problèmes d'espace pour guider leurs moutons dans leurs immeubles. Sur les 3 lieux de vente visités, difficile de mettre la main sur un bélier dont le prix avoisine les 50 000, excepté ce mouton. Avec 50 000 francs, vous pouvez repartir avec. Et puis juste avant de boucler ce journal, sachez que les pèlerins en partant sur la Mecque via l'agence Firmament sont arrivés à Médine depuis mardi. Cette étape est une pratique effectuée par la majorité des Sénégalais avec des séries de ziar dans la grande mosquée du prophète paix et salut sur lui, ainsi que dans le cimetière de Baria, situé donc à l'intérieur de cette même mosquée. Carnet de route avec nos envoyés spéciaux Fatou Bintou Conté et Babacar Saï. C'est le lundi 6 août que les pèlerins de l'agence Firmament ont quitté Dakar pour la Mecque, après un embarquement express à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Un bref escale à Dubaï. C'est tard dans la soirée du mardi que les pèlerins sont arrivés à Médine. L'étape de Médine est une pratique effectuée par la grande majorité des pèlerins sénégalais, voire ceux de l'Afrique de l'Ouest. Pour eux, c'est l'occasion d'effectuer d'abord la ziara du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est
tels que la mosquée du prophète de l'islam et le cimetière des martyrs de la bataille de Houd. Les pèlerins, en plus de la ziara au mausolée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, surtout Seydina Abou Bakr et Seydina Omar, leurs tombes seront aussi visitées. Le cimetière de Bahia, lui aussi, n'échappera pas à la visite. L'escale de Médine n'est pas seulement pour les recueillements et prières. La grande attraction dans cette cité religieuse, c'est Masjidul al-Nabi, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bahia désigne le cimetière situé à Médine, à l'angle sud de la mosquée du prophète. Ce cimetière aussi draine des milliers et des milliers de pèlerins, où plus de 10 000 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses enfants et certaines de ses épouses y reposent. Après cette étape, les pèlerins poursuivent les randonnées spirituelles avant le début du rituel du Hajj qui débute le 8e jour du 12e mois du calendrier lunaire. Voilà un reportage de nos envoyés spéciaux Adjaratou Fatou Bintou Konté et Haj Babacar Sey. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.